L'accroissement des inégalités, il est non discutable. Mais le problème est, si la partie supérieure de la population en termes de revenus, niveau socio-économique, éducatif, s'améliore plus que l'autre bout de l'échelle, mais qui celui-là s'améliore quand même, on peut dire à la limite, so what? Enfin, il vaut quand même mieux ça qu'autre chose. Le problème qu'on voit pour le moment, c'est qu'on a le sentiment, je dirais le sentiment, parce qu'on n'a pas encore une documentation avec suffisamment de recul, que d'une part, les niveaux supérieurs de la population s'améliorent et que la partie qui est en dessous de ce qui serait socialement acceptable augmente. Et je pense qu'il faut de la prudence, quelques années de recul, mais on a quand même le sentiment qu'il y a une tendance là. Donc il va y avoir une, entre guillemets, fracture sociale. C'est pas pour rien qu'on a créé un ministère de la cohésion sociale. Donc il y a un problème là. Est-ce que ça va aller jusqu'à un changement de paradigme? Peut-être. Moi, j'ai rêvé, quand je m'occupais de la formation des personnels de santé, de l'avènement de la médecine familiale. Ça n'a pas changé grand-chose. Globalement, si on regarde dans les différents pays où ça s'est fait, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas tenu les espoirs qu'on avait dans les années 70. À la fin des années 80, j'ai pensé que l'économie de la santé allait être le ferment de la révolution. Je pense que le système s'en accommode très bien. Donc, je suis moins optimiste sur un changement de paradigme rapide. En revanche, il y a des choses qui changent. Il y a quand même des choses qui changent. Par exemple, je donne l'exemple des inégalités en matière de santé. Le Black Report, c'est 79. On est 30 ans plus tard, et maintenant, on en parle partout. Voilà, ça c'est un exemple. Mais on est là dans une évolution qui prendra peut-être jusqu'en vers 2050. Est-ce que le progrès ne commence pas justement par la prise de conscience? Vous avez dit le Black Report, c'est peut-être le premier pas vers un changement, vers l'idée d'un changement. Je ne sais pas, peut-être moi aussi je suis trop optimiste. Je travaille depuis 10 ans à la vulgarisation de l'information périopératoire. On se rend compte que tout document écrit par un médecin, même en y mettant le meilleur de ce qu'il peut de plus simple, on ne passe pas 23% de ratio de compréhension. Je dirige une petite boîte qui crée des documents pour ça. On est monté à 77% de ratio de compréhension objectif sur QCM, simplement en faisant écrire les documents, les transcrivant de la parole du médecin, en le faisant écrire par des journalistes de base pour le grand public. Et ma mission depuis 10 ans est de faire comprendre aux médecins qu'ils n'arrivent pas, et même lorsqu'ils le veulent, ce qui n'est pas toujours une constante, ils n'arrivent pas à communiquer. Et d'un autre côté, le patient estime qu'il ne peut pas comprendre alors qu'il peut absolument tout comprendre pour peu qu'on ait l'outil. Donc je crois que l'équité est faite de connaissances et de construction mutuelle entre le monde médical et le monde du patient, mais que ça c'est un long travail d'éducation de l'un et de l'autre. Bon, je pense qu'il y a d'un côté la connaissance qui va permettre aux patients de tendre vers l'équité, la connaissance qui va permettre aux soignants de tendre vers l'équité, et je voudrais revenir sur un exemple de Café du Commerce, vous m'en excuserez, mais lorsque les populations les plus démunies sont les plus fragiles et les plus sujettes à l'hypercommunication que nous subissons tous, on sait tous très bien qu'on est très heureux quand on y va à 3 générations, et quand c'est la fête et qu'on a peu d'argent, on va faire la fête à... on stigmatise les cigarettes, mais on sait très bien que cette alimentation couplant les glucides, les graisses et les sucres rapides, 2 heures après, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y retourner. Ces gens-là n'intègrent pas à quel point on leur abîme leur santé et que ça va aussi coûter à eux, bien sûr, mais à toute notre société. Alors je se pose la question de la responsabilité aussi de nos sociétés dans l'éducation. Alors on taxe les cigarettes parce que ça génère des cancers qui coûtent cher. Doit-on également taxer la malbouffe ? Et je clôturerai sur l'exemple de mon ami Alain qui vient d'avoir une conversation, qui a élevé des cochons toute sa vie et qui me dit « je me suis bouffé la santé à faire de mon mieux, à trimer avec des fins de mois toujours difficiles pour me rendre compte que le cochon que je vends 1,20 € le kilo, je le retrouve en supermarché entre 8 et 15 kilos et les gens ne peuvent même pas y avoir accès parce que seuls les gens riches peuvent se payer de la bonne viande et du bon poisson. » Donc je dirais que, pour conclure, que lorsque je pense au rôle de nos sociétés, de notre responsabilité, je pense à Claude Évin. Combien de milliers de vies sa loi a permis d'économiser, et combien de milliers d'heures de souffrance par le simple fait qu'on a pris la responsabilité de dire on ne va pas vanter l'image de quelque chose qui nous tue. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui devrait être porté par nos systèmes responsables au travers de tout ce qui est nuisible à la population. Dans l'idée de la santé équitable, il y a justement cette figure d'Hygie, la fille d'Esculape, qui était le dieu de la santé, le dieu de la lumière, le dieu de la beauté, qui avait deux filles, une fille Panacée,
qui était un peu la déesse du médicament, et puis Iji, qui était, je dirais, la déesse de l'environnement, que ton aliment et ton environnement soient ta santé. Et je pense que c'est ça aujourd'hui. Alors moi, je suis très, très, très content de deux choses. Premièrement, de ce que vous nous avez montré. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur cette santé équitable, qui n'était pas compréhensible? On se rend compte que les gens savent très bien le dire. Deuxièmement, on se rend compte aussi d'une chose, c'est que plus on vieillit, plus on est victime du rapt qu'ont procuré tous les spécialistes du soin sur la santé, un véritable rapt. Et la petite fille, qui n'a pas vécu ce rapt, elle dit, ben oui, la santé, eh bien, c'est pas seulement le soin, c'est aussi bien manger, ceci et cela. Et j'invite alors à une notion qui est d'une santé plus frugale. Dans nos sociétés très riches, une santé dans laquelle il y aurait moins de soins, une santé dans laquelle il y aurait moins de nourriture, même chez les plus pauvres, ou une autre nourriture. Et c'est un petit peu ce que dit, cette petite fille. Parce que je le dis, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, on considère aujourd'hui qu'être en bonne santé, le système de soins est responsable de 30% à 40%, que le reste, eh bien, c'est les conditions de vie, c'est tout l'environnement déjà. La santé, c'est notre vie et nos conditions de vie.